Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous. À la une de cette édition, le Premier ministre indien Narendra Modi a fait une étape surprise vendredi au Pakistan en vue de rencontrer son homologue pakistanais Nawaz Sharif. Son arrivée concorde avec la première venue d'un Premier ministre indien au Pakistan en plus d'une décennie. Sharif a serré Modi dans ses bras lors de son arrivée à l'aéroport dans la ville de Lahore, dans l'est du pays, avant que les deux n'embarquent dans un hélicoptère à destination de l'État voisin de Sharif. Les sources officielles ont indiqué que les deux dirigeants avaient eu 1 heure et demie de réunion et convenu de maintenir de bonnes relations de voisinage. Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a fait savoir que les deux premiers ministres avaient décidé de travailler pour le bien-être de leur population. Revenons un instant sur les événements qui, cette année, ont ponctué les relations entre les deux voisins. Depuis la partition en 1947, l'Inde et le Pakistan ont eu des relations peu régulières, voire plutôt instables, au cours des dernières années. Mais ces derniers mois, il y a eu certains signes d'espoir, annonciateurs d'un début de réconciliation face à des différences d'une grande complexité. Pour l'Inde et le Pakistan, l'année 2015 a débuté sur une note amère. Une juridiction d'Islamabad a libéré sous caution un homme accusé d'être le cerveau des attaques terroristes de Mumbai en 2008, au cours desquelles plus de 160 personnes ont été tuées par des tireurs infiltrés par la mer depuis le Pakistan. Une décision qui a suscité de virulentes critiques d'Inde, qui a accusé le Pakistan d'adopter une double politique dans sa gestion des terroristes. Un cessez-le-feu le long de la ligne de contrôle au Cachemire avait été largement respecté en 2015, mais les affrontements et fusillades furent chose commune, avec chaque partie critiquant régulièrement l'autre pour ces violations. New Delhi accuse Islamabad de former des insurgés qui combattent en vue de la cession du Cachemire d'Inde, voire de sa fusion avec le Pakistan, ce qu'Islamabad réfute. Les deux pays ont décidé de rétablir un processus de dialogue à compter de juillet, quand les premiers ministres des deux parties se sont rencontrés en marge du sommet des BRICS à Ufa en Russie. Ils ont dévoilé un programme en 5 points pour faire face aux inquiétudes liées au terrorisme et décidé que les conseillers à la sécurité nationale des deux parties discuteraient en août. Cependant, les rencontres ont été annulées à la dernière minute après que les deux pays se sont engagés dans une guerre de mots quant à savoir si la question du Cachemire devait être inclue à ce programme, et nul ne semblait vouloir varier de position. Et une nouvelle pression sur les liens bilatéraux. Puis Modi et Sharif ont brisé la glace le mois dernier lorsqu'ils se sont de nouveau rencontrés en marge de la conférence de Paris sur le climat. Et quelques jours plus tard, les conseillers à la sécurité des deux pays se sont rencontrés à Bangkok pour des discussions. Dans le même temps, le ministre indien des Affaires étrangères, Sushma Swaraj, s'est rendu à Islamabad pour participer à une conférence régionale sur l'Afghanistan. Et pour finir, le jour de Noël, Modi a fait une étape surprise à Lahore pour rencontrer Sharif, le signe d'un futur apaisement des tensions. Selon les déclarations faites ce samedi par certaines sources de haut niveau, les chefs de la diplomatie de l'Inde et du Pakistan se réuniront probablement au mois de janvier prochain pour des pourparlers. Et toujours selon les mêmes sources, les pourparlers auront probablement lieu à Islamabad le 15 janvier prochain. Et le chef de la diplomatie indienne, M. Jaishankar, s'y rendra pour représenter son pays. Mais aucune confirmation officielle n'a été faite pour le moment. Et nous poursuivons cette édition avec les dernières informations concernant le glissement de terrain dans le sud de la Chine, à Shenzhen. Alors que les opérations de secours sont toujours en cours, s'est tenue une cérémonie d'hommage aux victimes de la catastrophe. Plusieurs personnes se sont rassemblées sur le site de secours à 11h40 pour rendre un hommage silencieux. Et les sirènes ont retenti pendant 3 minutes pour les victimes en deuil. Samedi est le 7e jour après le drame et pour les Chinois, c'est traditionnellement le jour pour organiser un deuil. L'incident s'est déroulé dimanche dernier quand une montagne de boue et de terre issue de travaux de construction s'est effondrée sur le parc industriel de Rentayu en ensevelissant et endommageant 33 bâtiments. Jusqu'à présent, une personne a pu être secourue, 4 sont décédés et plus de 70 sont toujours portés disparus. Depuis le glissement de terrain survenu dimanche à Shenzhen, le bilan effectif des victimes est de 4 personnes. Un survivant a pu être retiré des décombres mercredi, mais plus de 70 personnes sont toujours portées disparues. Certains experts font part de difficultés liées à ces opérations de sauvetage. Les recherches et opérations de secours se poursuivent. Plus de 5000 personnes luttent contre la montre pour tenter de repérer tout signe de vie dans la boue et les décombres. Ils ont divisé le site en 16 zones de recherche et 4 équipes principales sont impliquées.
Jusqu'à présent, nous avons retiré près de 5 mètres de terre en profondeur dans notre zone de recherche et nous allons poursuivre les opérations de dégagement. Mais il est très difficile de déterminer la position exacte des personnes disparues, ce qui rend plus difficile cette opération de secours. Les prévisions météo annoncent de possibles précipitations au cours des prochains jours, ce qui pourrait provoquer des désastres secondaires. Mahaito et ses collègues sont sur place avec des radars perfectionnés, contrôlant les derniers changements sur la totalité de la zone du désastre. C'est également dangereux pour ces secouristes qui mènent des recherches dans ces bâtiments en ruine. Nous allons poursuivre notre surveillance et quand les informations arrivent à un niveau critique, il y aura une alarme et nous aviserons immédiatement le centre de commandement des secours. Pour intensifier les opérations de recherche, des centaines d'excavateurs ont été amenés des villes voisines pour dégager avec précaution l'immense volume de terre et de décombres. Au Myanmar, 50 travailleurs migrants sont portés disparus après un glissement de terrain survenu dans une région riche en mines de jade. La catastrophe s'est produite vendredi dernier à Etchpakent, dans l'état de Kachin, situé dans le nord du pays, berceau de l'industrie florissante du jade. Il s'agit du second désastre ayant frappé la région en moins d'un mois. Le 22 novembre dernier, un glissement de terrain gigantesque également, survenu dans l'état de Kachin, avait tué 114 personnes. Le gouvernement fraîchement élu de la Ligue nationale pour la démocratie, Aung San Suu Kyi, a déclaré le mois dernier qu'un plan d'envergure allait prochainement être mis en place pour renforcer le contrôle des mines de jade. La Chine a mené le premier vol d'essai de son nouvel avion spécialement conçu pour l'exploration de l'Antarctique. Les scientifiques ont testé les caractéristiques de vol des ailes fixes du nouvel Snow Eagle 601 selon les conditions climatiques rencontrées en Antarctique. Ils ont par ailleurs testé la performance du radar givromètre de l'appareil, mais aussi celle du gravimètre et du magnétomètre en conditions réelles. Les ailes fixées du nouvel avion d'exploration chinois ont été conçues pour les transports rapides lors des opérations de secours d'urgence. Le Snow Eagle 601 est similaire au modèle BT-67 fabriqué aux États-Unis, pouvant voler à des températures extrêmes atteignant les moins 50 degrés Celsius. Ce type d'appareil est également utilisé dans les explorations polaires par des pays comme l'Allemagne, l'Afrique du Sud, le Canada et les États-Unis. L'hiver marque le début de la saison de pêche au lac Chagan dans la province de Jilin, dans le nord-est de la Chine. Des techniques vieilles de plus de 2000 ans sont utilisées pour pêcher du poisson. Le lac Chagan, d'une superficie de presque 500 mètres carrés, est l'un des plus grands lacs d'eau douce en Chine. Chaque hiver, les pêcheurs, sous des températures allant de moins 20 à moins 30 degrés, utilisent des techniques vieilles de plusieurs siècles qui consistent à découper la glace et ensuite lancer leurs filets. Tandis que la plupart des habitants dorment encore, les pêcheurs mongols chevauchent leurs chevaux en direction du cœur du lac Chagan pour y trouver le cadeau de la nature. Les pêcheurs découpent plusieurs trous autour du lac, ensuite accrochent et tirent le filet de pêche à travers les trous. Le filet est enfin en place. Le dernier trou est utilisé pour récupérer les poissons emprisonnés. La règle générale qu'il faut suivre pour survivre sur ce lac gelé est « la sagesse vient avec l'âge ». Je sais quand un poisson est un mâle ou une femelle, et même le nombre d'arêtes de chaque type de poisson. À midi, une journée de travail est presque terminée. Plusieurs dizaines de milliers de poissons frais du lac Chagan ont été pêchés. Cette récolte explique pourquoi le vieux capitaine respecte son équipage. Il n'existe pas de raccourci quand il s'agit de la pêche sur glace. Une bonne prise vient seulement avec l'expérience. Ainsi, quand le capitaine prend une décision, nous le suivons. Les habitants locaux espèrent préserver l'originalité et l'authenticité de ces techniques de pêche. Il y aura toujours plein de poissons pour les générations à venir. Après avoir rendu la liberté aux poissons durant l'été, nous les laissons grandir librement. Nous ne les nourrissons pas, parce que le lac est riche en éléments. L'écosystème ainsi que les méthodes anciennes de pêche nous sont vitales.
Les pêcheurs savent depuis plusieurs siècles maintenant que le lac continuera de leur fournir ce dont ils ont besoin tant qu'ils préservent ce lieu. Au cours de la dernière décennie, durant cette période de pêche annuelle qui dure 40 jours, 150 000 kg de poissons sont pêchés. Après-demain aura lieu la cérémonie d'ouverture du festival de pêche sur glace. Nous aurons la chance d'assister à l'enchère du premier poisson pêché ce jour-là, l'année dernière. Le premier poisson a été vendu à un prix record de 58 000 $, un chiffre qui va certainement augmenter cette année. De plus, l'argent récolté durant les enchères sera utilisé pour protéger l'écosystème du lac et des zones environnantes. Cela fait 30 ans que l'Afrique du Sud n'a pas connu de telles sécheresses. Des conditions météorologiques arides apportées par le phénomène climatique El Niño ont causé de sévères pénuries d'eau et sérieusement affecté la production de nourriture. 5 des 9 provinces du pays ont été déclarées zones agricoles sinistrées. Une hausse du prix des aliments est attendue suite à la mauvaise récolte. La petite ville de Clan William, située dans la province du Cap-Occidental au sud-ouest de l'Afrique du Sud, est le seul endroit au monde où l'on peut trouver du rooibos. Le thé de rooibos n'est cultivé que dans la région du Cederberg. Cette zone s'étend sur 200 km du sud au nord et sur 60 d'est en ouest. Il s'agit donc d'une très petite zone de production. Tout changement climatique dans la région affectera l'intégrité de la récolte et toute l'industrie. Les plantations de thé rooibos qui génèrent 50 millions de dollars pour l'économie sud-africaine et emploient plus de 5000 personnes dans la région du Cap-Occidental survivent normalement grâce à un peu d'eau de pluie. Une plante de rooibos est très résistante. Elle a l'habitude des conditions semi-arides que l'on trouve normalement dans le Cederberg. Les précipitations sont faibles et le rooibos s'en accommode parfaitement. La plante dispose d'une racine primaire de 3 mètres de long afin de puiser son eau en profondeur. Les feuilles ont une forme d'écuille et sont enrobées de cire afin d'éviter l'évaporation et la perte d'hydratation. Mais cette année, la situation est différente. La province du Cap-Occidental, où il pleut normalement en hiver, a enregistré des niveaux extrêmement bas de précipitations. Cela a entraîné l'assèchement des réserves d'eau souterraines. Tandis qu'elles atteignent en temps normal 1,5 mètre de hauteur, les plantes de rooibos de cette année mesurent à peine 1 mètre. La sécheresse affecte les plantations et la croissance des plantes. Même si elles sont résistantes, elles ne peuvent pas survivre sans eau. Je crois qu'en 2003, on avait connu une année presque aussi sèche que celle-ci. Mais cette année est particulièrement mauvaise pour les plantes car il n'y a plus ni en août ni en septembre. Or, ces pluies sont vitales. Le thé rooibos est connu pour ses effets bénéfiques pour la santé, ce qui en fait un choix populaire au-delà des frontières sud-africaines. Ce thé est exporté vers plus de 30 pays dans le monde. Mais avec une culture moins importante, ce produit pourrait devenir plus rare et donc plus cher. Les ventes sud-africaines sont environ 8 000 tonnes. Les exportations sont environ 7 000 tonnes. Il n'y a pas assez de thé pour satisfaire la demande dans son état actuel, mais les prix sont en train d'augmenter. Lorsqu'ils augmentent, la demande baisse et le marché est à nouveau équilibré. Les cultivateurs de rooibos sont convaincus qu'ils survivront à cette sécheresse, mais ils demeurent inquiets quant à l'avenir. Si ces conditions en venaient à durer après l'hiver, le temps de rémission deviendrait plus long et le thé rooibos pourrait devenir inaccessible pour de nombreuses personnes. Peu de gens peuvent se permettre l'électricité au Sénégal en raison de son coût élevé, mais l'énergie solaire s'avère être une alternative pratique pour la majorité de la population. Nombreux sont ceux qui, dans la capitale Dakar, adoptent cette source d'énergie verte et peu onéreuse. La popularité de l'énergie solaire croît rapidement au Sénégal. Dans tout Dakar, des techniciens mettent activement en place des équipements solaires pour les foyers, les hôtels et les compagnies. Un petit chauffe-eau solaire coûte environ 600 $. D'une capacité de 300 litres, cet équipement est un véritable don du ciel pour de nombreux habitants. J'ai acheté ce chauffe-eau solaire il y a 2 ans et depuis lors j'en suis très satisfaite car ma facture d'électricité est significativement réduite. J'ai 6 salles de bain qui sont toutes alimentées par ce chauffe-eau. Avec cette eau froide actuelle, je n'ai pas à me soucier de la douche de mes enfants avant l'école. Et je pense que tout Sénégalais devrait s'en procurer un, vu que c'est un prix abordable. Je suis hôtelier ici à Dakar et depuis 2007, nous utilisons 2 chauffe-eau solaires de 300 litres pour nos clients. On a choisi les chauffe-eau solaires pour diminuer nos factures d'électricité.
L'électricité coûtant relativement cher au Sénégal, pour nous ça semble être beaucoup plus avantageux. Mais pour alimenter tous les appareils dans un foyer moyen, il faudrait plus d'accessoires, ce qui signifie mettre davantage la main à la poche. Pour résoudre ce problème, un inventeur sénégalais a développé un système qui permettra aux personnes qui font attention au prix d'apprécier elles aussi les bénéfices de l'électricité solaire. On a parcouru les villages, on a pas mal installé des pompes solaires et d'autres structures, mais on a vu que leur seul problème, ils ont un problème d'électricité. Même les élèves étudient avec des sondelles, là, avec des bougies. Le manque de promotion de l'énergie solaire freine le développement de cette solution alternative au Sénégal. Certains experts pensent que si le gouvernement et les acteurs du secteur de l'immobilier s'impliquaient, cela pourrait mener à un usage plus répandu de l'énergie renouvelable. Je pense que les mentalités ont changé, maintenant les gens sont prêts à investir. Et si on veut vraiment populariser le solaire au Sénégal, c'est ce qui est important, il ne faut pas que le solaire reste que pour les bourses ou les gens qui ont vraiment des grands moyens. On doit absolument trouver des systèmes avec les banques, avec l'État, avec les promoteurs immobiliers pour pouvoir permettre aux gens d'accéder au solaire et de pouvoir le payer mensuellement. Sur les 4 à 5 années à venir, je pense qu'il y a beaucoup à faire. On aura beaucoup de sociétés qui vendront de l'énergie et de l'entretien, parce que aussi l'énergie renouvelable demande un entretien, quoi. Alors que le soleil brille toujours au Sénégal, la croissance du secteur de l'énergie solaire s'avère très prometteuse. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.